Et vous écoutez Bretagne 5, il est 8h18. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Dominique Ramard. Il est président du syndicat départemental d'énergie des Côtes-d'Armor. Il est également maire d'une très jolie commune, on va en dire un mot tout à l'heure, Saint-Juvat, voilà, qui est située près de Dinan. Voilà, on va en dire un petit mot tout à l'heure. Bonjour Dominique Ramard. C'est ça, bonjour à tous. Alors, on va parler des grands enjeux pour démarrer cet entretien et des grands enjeux qui sont aujourd'hui l'environnement et l'énergie aussi. On est de plus en plus consommateur d'énergie. On utilise de plus en plus d'outils numériques. Alors, il faut recharger les téléphones. Il faut aussi, il y a les mobilités aussi. Il faut recharger les voitures. Et puis, il y a ce qu'on appelle les data centers qui demandent beaucoup d'énergie aujourd'hui. Alors, j'ai envie, pour commencer, Dominique Ramard, de vous poser la question, est-ce qu'on aura assez d'énergie pour les années qui viennent ? Je le crois, à condition qu'on prenne les bonnes décisions. Et effectivement, les décisions pour demain se prennent aujourd'hui. En matière d'énergie, si on ne prend pas aujourd'hui la décision d'installer plus de production, on risque dans quelques années d'en manquer, surtout au niveau électrique, puisque c'est bien une électrification des usages qui est en cours autour de la mobilité et, comme vous venez de le dire, sur le numérique également. Alors justement, le président de syndicat que vous êtes, de syndicat d'énergie, alors on disait autrefois électrification, hein, c'était l'ancien terme. Vous devez faire face à cette demande, vous devez aussi renforcer les réseaux. On parle aujourd'hui de smart réseaux, de réseaux intelligents. C'est aussi des investissements et aujourd'hui on sait qu'on est contraint en termes financiers. Comment arriver là aussi à trouver le bon équilibre, la bonne équation pour développer les réseaux, les sécuriser, les renforcer, mais en même temps trouver les moyens de le faire? Alors c'est vrai que c'est un sujet complexe aujourd'hui sur le plan budgétaire, mais on a la chance d'avoir des recettes qui sont stabilisées donc, au niveau donc, de notre syndicat, ce qui n'est pas le cas de toutes les collectivités. Mais les enjeux sont tellement importants que ces moyens, ils seront pas forcément suffisants. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi, notamment avec l'État, à avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir faire évoluer ce réseau électrique. Depuis la tempête Ciarán, on peut dire que avec les événements climatiques, des fois il y a du bon, si on peut dire. On est parti dans une phase d'investissement avec notre concessionnaire Enedis qui est assez considérable. On va pratiquement sur les 5 années qui viennent faire une année en équivalent d'investissement, de façon à pouvoir s'assurer que les réseaux pourront tenir pour les prochaines tempêtes. Mais en même temps qu'on renforce pour résister aux aléas climatiques, on le fait aussi pour répondre à cette demande, à la fois donc de production supplémentaire. On a un développement notamment du photovoltaïque en Bretagne et en Côtes-d'Armor qui est assez considérable, mais aussi pouvoir répondre à ces demandes nouvelles. Et donc ça veut dire mieux accueillir la population supplémentaire en Côtes-d'Armor, les entreprises également, et puis et aussi les collectivités, de façon à ce que tous les usages des habitants et des entités présentes en Côtes-d'Armor puissent être couverts par cette production électrique et avec un réseau performant. Alors avec une production qui est équilibrée entre la production traditionnelle des centrales électriques, alors on va parler des centrales nucléaires évidemment, mais on va aussi beaucoup fleurir d'éoliennes ici en Bretagne et particulièrement dans les Côtes-d'Armor. Alors des fois ça se fait aussi avec un peu de polémique parce que tout le monde ne veut pas avoir une éolienne en face chez lui. Néanmoins on a vu que la production d'électricité verte ou d'électricité durable est de plus en plus importante ici. Est-ce que là aussi c'est l'enjeu de demain, mais jusqu'où aller? On ne peut pas recouvrir les Côtes-d'Armor d'éoliennes ni de panneaux photovoltaïques. Alors comment arriver là aussi à trouver un point d'équilibre? C'est compliqué. En France, c'est d'abord la programmation pluriannuelle de l'énergie qui détermine le mix énergétique entre l'électricité d'un côté et les autres énergies. Et après, pour chaque type d'énergie, la façon dont la production va devoir se déployer. En France, donc sur la partie électrique, si on reste sur cette énergie-là, c'est bien le nucléaire aujourd'hui qui constitue l'essentiel de la production, mais avec un développement ces dernières années de l'éolien, du photovoltaïque qui a été assez considérable. Sur le photovoltaïque, par exemple, les objectifs de la précédente programmation pluriannuelle ont été dépassés. Donc aujourd'hui, on est avec une dynamique très très forte au niveau du photovoltaïque. On est plutôt dans un cercle vertueux finalement. Oui, et sur l'éolien, effectivement, avec sans doute des difficultés d'acceptation locale un peu plus fortes, on est sur une bonne tendance, mais de fait, c'est un peu plus décalé dans le temps, donc en termes de production.
L'enjeu du moment, si vous avez vu, le PDG donc d'EDF s'est fait débarquer alors pour des questions de prix d'électricité vis-à-vis des grandes entreprises fortement consommatrices, mais dans le débat qu'il avait lancé aussi, il est compliqué aujourd'hui en France d'avoir l'argent pour le développement du nucléaire et du nouveau nucléaire avec les EPR2 et aussi pour le développement du renouvelable. Nous, les présidents de syndicats départementaux d'énergie, on est plutôt sur une vision de déploiement de la production locale en complément de la production nucléaire, elle plus centralisée et gérée à l'échelle nationale, même si bien sûr ça trouve aussi sa place sur des territoires. Et il y a un enjeu à mon avis dans les années qui viennent, c'est de trouver à nouveau cet équilibre entre la production locale à base d'énergie renouvelable et le déploiement du nucléaire. Et malheureusement en France, on nous demande toujours de choisir un camp. Moi je trouvais qu'on avait réussi ces dernières années à trouver une forme de compromis en disant il y aura et les renouvelables et le nucléaire. Et là malheureusement on veut plutôt compter sur le nucléaire seulement en freinant le développement des renouvelables qui serait à mon avis déplorable pour un département comme le nôtre. Voilà, trouver là aussi le point d'équilibre. Avec aussi ces réseaux qui deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus intelligents, mais aussi de plus en plus fragiles. Là, dans le sens plutôt technologique de la chose, on n'est pas à l'abri aujourd'hui des attaques, des cyberattaques. On en entend beaucoup parler avec le contexte international. Est-ce que là aussi, c'est l'enjeu de demain, sécuriser les réseaux, faire en sorte qu'ils ne soient pas attaqués ? Ah oui, c'est toutes les infrastructures sensibles comme les réseaux électriques ou énergétiques, parce que le gaz aussi, il y a des compteurs communicants aussi pour le gaz. On peut se dire que tous ces systèmes centralisés au niveau de la gestion de la donnée, potentiellement sont vulnérables. Et on voit qu'avec ce qui se passe à l'échelle mondiale, jouer sur le numérique, sur la donnée, c'est aussi un moyen d'agir, une forme de guerre numérique en fait qui se passe un peu comme ça de manière invisible, mais qui est une réalité de tous les jours. Donc, comme on le voit sur nos ordinateurs, sur nos smartphones, il faut se protéger et être vigilant aussi sur l'hameçonnage qu'on peut nous proposer. Finalement, sur les réseaux énergétiques, il y a des sensibilités qui sont assez fortes. Quand on regarde bien les derniers aléas, par exemple sur la SNCF, c'est bien les infrastructures électriques qui sont attaquées ou de télécommunications. C'est les deux enjeux. Et après, on peut avoir une déstabilisation complète, comme le jour du lancement des Jeux Olympiques. Voilà, en fait, et donc, des attaques sur le réseau ferroviaire. Voilà. Mais RTE qui gère le réseau de transport ou Enedis, là encore une fois je reste sur la question électrique, aujourd'hui sont des entreprises qui ont développé des technologies de défense vis-à-vis des attaques qu'il peut y avoir sur ces réseaux-là. Mais je pense qu'effectivement les grandes infrastructures, communication, eau potable et énergie ne sont pas donc à l'abri d'attaques de la part de puissances étrangères et donc il faut qu'on soit vigilant sur ce plan-là. Et donc, malheureusement, le contexte international très perturbé dans lequel on se trouve va nous amener à être encore plus vigilants vis-à-vis de ces enjeux. Voilà, et là aussi de trouver les moyens de le faire, car ça coûte très cher de sécuriser les réseaux. Ça va faire partie de l'équation financière globale. Aujourd'hui, on avait une approche technique sur le déploiement en termes de linéaire, en termes d'équipement. Cette question de la gestion donc, par le numérique des réseaux et donc ensuite de la protection de cette gestion numérique, ça fait déjà partie en fait de la façon dont les réseaux sont gérés et ça va être renforcé du fait du contexte international perturbé que j'évoquais. Alors on parlait tout à l'heure en commençant, Dominique Ramart, d'une autre sécurisation du réseau, c'est-à-dire le sécuriser face aux aléas climatiques. On va parler d'environnement dans un instant. Voilà, on voit que le climat change, qu'on est souvent confronté à de grosses tempêtes. Vous faisiez allusion à Ciarán en l'occurrence fin 2023. Là aussi, il y a une prise de conscience de la sécurisation des réseaux, mais là aussi il faut mettre des moyens en face, car quand on enterre des lignes électriques par exemple, là aussi ça a un coût, même si ça enlève des poteaux dans le paysage, ça peut être sympa, mais ça a un coût, et particulièrement lorsqu'on enterre des lignes électriques à haute puissance finalement. Aujourd'hui, une ligne en gros enterrée va coûter 4 à 10 fois plus cher qu'une ligne aérienne. Donc c'est pour ça que nous on fait un choix avec Enedis un peu mixte. On n'enterre pas systématiquement. On va le faire dans les secteurs littoraux qui sont soumis à des vents plus forts et également dans des secteurs boisés où là la chute d'un arbre peut en fait entraîner le réseau et donc entraîner aussi des réparations un peu plus difficiles. Donc aujourd'hui on fait le choix donc d'enterrer dans ces secteurs un peu plus vulnérables et on va sur des techniques plus légères, ce qu'on appelle le torsadé chez nous. En fait on
on va avoir de l'aérien, mais avec des dispositifs sur les poteaux qui vont permettre au câble de se décrocher sans rompre. Et donc ça permet de réparer plus rapidement derrière et d'éviter des délais trop longs en fait sans électricité donc pour les ménages ou pour les entreprises. Donc on s'adapte aussi par rapport à ça, mais effectivement les événements climatiques un peu violents comme on a pu connaître vont être appelés à se reproduire plus souvent. Donc il faut qu'on adapte ce réseau à ce changement climatique et globalement on a grâce à la tempête, je suis désolé d'en parler comme ça, mais c'est vraiment en fait cette prise de conscience supplémentaire. On avait déjà bien conscience avec Enedis de la vulnérabilité de notre réseau. Cette prise de conscience supplémentaire va amener des moyens supplémentaires et on peut rassurer les costarmoricains, il y aura un réseau plus solide pour les prochaines tempêtes, à condition que les tempêtes ne soient pas non plus violentes. Ciarán avait été très particulière de ce point de vue-là, des vents plus forts, avec aussi des orientations du vent qui étaient différentes de l'habitude, et donc des arbres qui, en plus, sur terrain mouillé, avaient chuté, avaient entraîné le réseau avec eux, et donc avec là aussi des dégâts plus importants que ce qu'on avait pu connaître lors de précédentes tempêtes, pourtant déjà fortes. Alors il y a aussi une question qui revient chaque année. Alors là on n'est pas dans la période, on est au printemps, donc voilà, l'hiver est un peu derrière nous. On a peut-être moins de grands hivers actuellement. Là encore, le changement climatique est passé par là, mais il y a toujours l'appréhension du blackout, du manque d'énergie aujourd'hui, particulièrement ici chez nous en Bretagne, plus généralement. Est-ce qu'aujourd'hui c'est derrière nous finalement? Est-ce qu'on a les moyens de production pour ne plus avoir ce risque? Je ne vais pas me risquer à dire que c'est derrière nous, en gros tout va bien, de même que je ne vais pas être plus inquiet qu'il ne faut. Quand on regarde la crise énergétique qui a été déclenchée par la guerre en Ukraine, elle a été liée bien sûr avec la baisse des approvisionnements en gaz pour produire de l'électricité, notamment en Allemagne, et donc avec une indisponibilité des centrales nucléaires françaises au même moment, on s'est retrouvé en sous-production, et là on a eu une vulnérabilité, ça s'est senti sur les marchés avec des prix qui ont monté donc à la hausse fortement. Là, en ce moment, on est plutôt en surproduction d'électricité. On a des jours où les prix sont négatifs, en fait, au niveau du marché spot, un peu le marché donc du jour qu'on peut avoir autour de l'électricité. Mais moi, je me dis rapidement, si l'électrification des usages qui a priori est pressentie a lieu, et plus rapidement qu'elle n'a lieu aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, ça tarde à démarrer. Mais si ça arrive, en gros, là, dans les années qui viennent, il faudra la production en face. Alors, c'est très compliqué d'ajuster en fait ce déploiement de la production avec l'évolution des usages. Donc, c'est pour ça qu'il faut des moyens, à mon avis, supplémentaires, parce qu'il y aura électrification des usages, donc il faut faire les choix maintenant pour être prêt demain. Et puis, il faut aussi des moyens de gestion qui soient plus fluides. Et la centrale à cycle combiné gaz de l'Andivisio, qui a été donc inaugurée il y a quelques années, aujourd'hui constitue pour nous un moyen au niveau de la sécurisation électrique de la Bretagne qui permet d'ajuster production et consommation quasiment en temps réel, à quelques minutes donc, de démarrage nécessaire prêt pour la centrale. Et donc aujourd'hui, la Bretagne, en tout cas, est beaucoup plus sécurisée qu'elle ne l'a été. On parle aussi de faire évoluer la centrale de Cordemais, située en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, elle fonctionnait donc au charbon. Elle a fermé, ou elle va complètement fermer là, donc, ces prochains mois. Et vous voyez, Saint-Avold, donc dans l'est de la France, va être converti au biogaz. Des agents donc d'EDF sur Cordemais demande aussi à ce que Cordemais évolue vers ce système de production plus vertueux, donc du point de vue de la production électrique. Voilà, c'est pas encore gagné, hein. Il y a encore beaucoup d'ajustements, beaucoup de discussions autour de cette centrale de Cordemais. Je vous avais promis qu'on parlerait d'environnement. On a dit que l'énergie, c'était l'enjeu de demain, hein, évidemment. Sans énergie, ça devient difficile de vivre aujourd'hui et de communiquer. Là, on se trouve à un tournant avec, vous le disiez, un changement climatique important. Est-ce que, alors là, je m'adressais plus à l'élu de terrain, au maire de Saint-Juvat-Tenay. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui au quotidien, dans nos vies, pour que on essaie de préserver ce qui est encore à préserver et faire en sorte qu'on ait moins d'impact sur l'environnement? Je sais que vous avez beaucoup d'idées sur la question.
Pour être moins vulnérable vis-à-vis des aléas en termes de production et donc de prix de l'énergie, il n'y a pas photo. L'action qui marche à tous les coups, c'est de mieux maîtriser ses consommations. Donc, il y a des consommations sur le chauffage, sur également donc, les usages électroniques, sur lesquels il faut qu'on soit beaucoup plus sobre. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus que ça se joue. Donc, c'est dans le quotidien, mais aussi pour les collectivités, par exemple. Aujourd'hui, on fait des choix d'investissement pour mieux isoler nos bâtiments, changer les menuiseries, de façon à ce qu'on puisse réduire, mais des fois jusqu'à 60% les consommations donc, énergétiques d'un bâtiment. Et derrière, la facture diminue. En plus, ça donne des moyens pour réinvestir sur autre chose. Donc, on est beaucoup d'élus, à Saint-Juvat comme ailleurs, à avoir privilégié donc, ces travaux donc, de rénovation énergétique des bâtiments publics, parce que en fait, c'est vraiment l'investissement qui, aujourd'hui, nous permettra de générer des économies, donc sur le plan de l'énergie, mais aussi au niveau budgétaire dans les années qui viennent. Et puis, il y a en fait l'engagement des Françaises, des Français, des Bretons, on va être un peu chauvin ce matin, qui finalement jouent le jeu, parce que la facture est importante aussi, mais qui jouent le jeu aussi avec une prise de conscience autour de l'environnement. Les petits gestes de tous les jours que vous décriviez, c'est aussi des petits gestes pour avoir un nouvel urbanisme, pour avoir une nouvelle façon de penser les agglomérations, les communes, la densification de certaines communes. Oui, après la crise énergétique de 2022, ce qu'il faut retenir, c'est que les bonnes habitudes en termes de sobriété ont été maintenues. Alors qu'on aurait pu se dire, va avoir un effet rebond. Une fois qu'on a fait l'effort parce qu'on avait peur du blackout que vous évoquiez tout à l'heure, en fait, on pourrait se dire, allez, maintenant, on peut reconsommer comme avant. En fait, ça n'a pas été le cas, et en particulier en Bretagne. Donc, maintenir ces bons gestes de sobriété, donc en réfléchissant plus à la nécessité de l'usage énergétique de tel ou tel équipement, ça, il faut vraiment garder ça en tête. Mais on a des marges de manœuvre qui sont énormes. Aujourd'hui, on gaspille encore beaucoup d'énergie. Alors, sans parler de gaspillage, par exemple, si je reviens aux collectivités, sur l'éclairage public, on a fait des économies considérables. Alors, en changeant les équipements, on passe beaucoup plus maintenant l'éclairage en LED, donc avec des lampes qui consomment moins, mais on a réduit aussi les horaires. En fait, on allume quand les gens sont dans la rue, on n'allume pas en permanence comme ça se faisait encore il y a quelques années, même si en Côte-d'Armor, ça fait longtemps qu'on a éteint l'éclairage public la nuit sur la quasi-totalité des axes. Et aujourd'hui, on peut se dire qu'on éclaire au moment où il faut, quand il y a un besoin, avec du matériel performant. Et pour certaines dernières opérations conduites par le syndicat d'énergie avec les collectivités, on a pu réduire pratiquement de moitié la facture d'électricité sur donc cet éclairage public. Donc c'est un exemple comme un autre. Chacun à son niveau, à la maison, dans son entreprise, peut trouver des gisements d'économie d'énergie. Et l'énergie qui n'est pas consommée, vous savez bien, derrière, ça se ressent tout de suite sur la facture, et donc ça donne une capacité à acheter autre chose, peut-être à réinvestir encore sur des économies supplémentaires au niveau énergétique. Alors, toujours sur l'environnement, on va parler de Saint-Juvat. Tenez, on sait que c'est une commune fleurie, qui est une commune qui fait beaucoup pour tout ce qui touche la terre, tout ce qui touche là aussi l'environnement, évidemment. L'eau également, parce que l'eau, c'est aussi l'autre enjeu demain. Est-ce qu'aujourd'hui, on dirige une commune comme Saint-Juvat comme on pouvait la diriger il y a peut-être 20 ans, là, toujours en termes d'environnement et d'énergie? Bon, c'est vrai que ça fait 17 ans que je suis maire de Saint-Juvat. Voilà, je vais dire 17 ans. Voilà, je peux avoir un petit peu de recul. La société, elle évolue forcément, donc on s'adapte aussi aux attentes de nos concitoyens. Si on en reste sur la question environnementale, moi aujourd'hui, je pense qu'on arrive à engager donc des actions dans ce domaine-là si on montre que sa pertinence, et notamment sur le fait que ça puisse générer des économies, y compris financières. On est dans un contexte où en fait on est en train de regarder chaque euro au niveau de nos budgets communaux, et donc sur l'impact aussi que ça peut avoir sur nos concitoyens, notamment sur les contribuables. Aujourd'hui, conduire des actions écologiques, par exemple en matière d'entretien des espaces verts ou des bâtiments, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça a un impact économique qui est réel. Moi, j'ai toujours défendu cette idée que si on est sobre sur l'utilisation des ressources environnementales, en fait, ça bénéficie aux économies financières et finalement un meilleur maintien de nos capacités budgétaires. Et à Saint-Juvat, aujourd'hui, on peut le prouver. On a réussi à faire plus avec moins. Donc en fait, on peut montrer que donc grâce à des actions environnementalement vertueuses, on arrive à générer donc un équilibre budgétaire qui est meilleur qu'il ne l'était avant.
Est-ce que plus largement, il y a une inquiétude aujourd'hui, on voit ces demandes du gouvernement de baisser, alors peut-être d'augmenter les impôts, on ne sait pas encore, il y aura beaucoup de discussions et d'arbitrages, mais de baisser tout ce qui n'est pas utile dans les communes, dans les collectivités, en gros de faire des coupes budgétaires, on l'a vu en Loire-Atlantique, ça a été assez brutal, assez violent. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête, Dominique Ramard, de dire voilà, je vais être obligé de faire des économies là parce qu'on n'aura pas assez, parce que voilà, les dotations sont peut-être en baisse ou n'augmentent pas? Alors, on a ça en tête parce on peut dire que la petite musique, elle est là, on nous y prépare. Les communes comme les particuliers, tous les contribuables. Il y a beaucoup de ballons d'essai qui sont lancés en ce moment pour préparer le prochain budget. On parle beaucoup de milliards en ce moment. Voilà, mais voyez, si on reste sur les dotations pour les collectivités, on nous avait dit donc fin 2024, 5 milliards de baisse des dotations. Finalement, c'est 2 milliards de baisse qu'on a subi. En Côte d'Armor, c'est à peu près les 2 tiers des communes ou des communautés de communes qui n'ont pas vu de baisse de leur dotation, mais ça veut dire qu'il y a quand même 1 tiers qui l'ont vécu. Moi, dans ma commune, c'est 2% de baisse des dotations. Donc, on s'y était un peu préparé, mais on ne pourra pas avoir 2% de baisse chaque année, alors que du côté de nos charges, l'inflation est bien là, même si elle s'est réduite. Donc, il y a un effet ciseau là, entre la baisse des recettes et la hausse des charges qu'on ne pourra pas en fait supporter très longtemps. Moi, je pense qu'il y a une erreur qui est faite au niveau national. On ne fait pas assez confiance au territoire. En fait, de croire qu'on va pouvoir s'appuyer sur des réductions de budget des collectivités qui, elles, ont des budgets toujours en équilibre. Nous, on ne fait pas de déficit. Vous n'avez pas le droit de faire de déficit. On peut s'endetter, c'est-à-dire emprunter pour de l'investissement, mais nous ne faisons pas de déficit. Mais par contre, c'est vrai que on est plutôt bons petits soldats dans les collectivités, quels que soient nos bords politiques. En fait, quand il y a des demandes d'efforts et de contribution à l'effort national, on est là pour jouer, faire notre part. Moi, je pense que si on réduit trop fortement les budgets des collectivités, on réduit notre capacité donc à agir en investissement ou en fonctionnement courant. Et en fait, on se tromperait, à mon avis, de cible parce que nous dépensons au mieux possible en fonction des moyens et en fonction aussi des besoins que nos concitoyens nous expriment. Donc, il faut vraiment qu'on soit là vigilant sur cette approche qui voudrait dire il y a besoin de faire des économies. On va sabrer un peu partout. En gros, à l'approche des élections municipales ou des élections nationales de 2027, il y aurait une volonté en fait de faire un coup de rabot un peu général et peut-être que c'est plus facile de taper sur les collectivités que sur le contribuable lambda particulier. Mais en fait, nous, on a besoin de conserver nos moyens dans l'intérêt du développement de nos territoires et du service rendu à la population. Vous parliez de confiance de la part de l'État, là aussi de façon très transpartisane, vis-à-vis des élus de terrain dont vous faites partie, et plus largement des collectivités. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut pousser plus loin, par exemple, les lois de décentralisation pour donner peut-être plus de moyens aux collectivités? On pense à la région, par exemple, qui est assez importante en ce qui concerne le fonctionnement et des collectivités et de la région, là j'entends la région géographique. Est-ce qu'il faut donner un grand coup de fouet à la décentralisation? Est-ce que c'est une des solutions? Moi, ça me paraît tellement évident. Je ne comprends même pas qu'on soit encore à se poser la question. Il y a des réticences, c'est vrai, au niveau national, que ce soit au niveau du gouvernement ou des services des ministères. Mais en fait, laissons la main aux collectivités. Je l'ai dit tout à l'heure, nous ne créons pas de déficit. En fait, nous investissons, nous créons du développement local et nous sommes plus peut-être vigilants ou prudents en termes de dépenses que peuvent l'être l'État au niveau national. Nous, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a une capacité à entendre le besoin du terrain et à nous ajuster en fonction des moyens dont on dispose. Il y a une solidarité aussi entre collectivités qui existe, notamment avec le développement des intercommunalités. Moi, quand je vois le département, notamment en Côte d'Armor, là, qui est obligé de sabrer sur quelques dépenses parce qu'il n'a plus de moyens donc pour pouvoir générer des recettes supplémentaires et investir dans le social ou dans les infrastructures, je trouve ça dramatique. En fait, il faut faire confiance au territoire, faire confiance aux élus. Nous, on est contrôlés par nos électeurs régulièrement. Et en fait, il faut vraiment qu'on aille vers cette République des territoires que certains ont appelé de leur vœu avant moi. Et c'est pour moi un gage aussi de stabilité, même au niveau démocratique pour les années qui viennent. Quand on voit ce qui se passe outre-Atlantique, quand on voit ce qui pourrait se passer même dans un pays comme le nôtre, on a intérêt à baser notre développement sur des fondations solides. Et pour moi, ce sont les collectivités et territoires qui constituent ces fondations solides.
Alors on le voit ici en Bretagne, pardonnez-moi, je suis très chauvin ce matin, mais on le voit sur la région d'Inan, par exemple, beaucoup d'investissements dans le rail. Il y a une grande demande sur la mobilité aujourd'hui. Il y a encore des arbitrages sur d'autres lignes de chemin de fer. On pense à Saint-Brieuc-Auray, il en est beaucoup question actuellement. Justement, c'est de l'argent finalement bien investi. Est-ce que là aussi, vous parlez de contrôle finalement du peuple et des citoyens, est-ce que finalement ce sont ces actions, ces petites actions, alors quand je dis petites, ça coûte cher quand même de construire une voie de chemin de fer, de la réparer, mais ces petites actions sur le terrain qui font aussi qu'il y a une forme de cohésion sociale, que voilà, on maintient une forme de démocratie sociale utile aujourd'hui. Vous faisiez allusion à Donald Trump tout à l'heure, prononçant son nom outre-Atlantique. Vous avez des craintes, là je suis un peu plus politique, vous avez des craintes sur l'avenir aujourd'hui? On voit un électorat qui se dirige par exemple vers le Rassemblement national. Ça fait partie de vos interrogations? Je pense qu'effectivement, on a besoin de nous, au niveau des collectivités, au niveau des élus, de mieux expliquer nos décisions. Vous voyez, vous parlez des 65 millions d'euros quand même qui ont été investis sur la ligne ferroviaire entre Dole, Dinan et Lamballe. Aujourd'hui, moi j'ai encore des concitoyens qui viennent vers moi qui me disent mais est-ce que c'était vraiment utile d'investir autant dans le rail alors que ça ne bénéficie qu'à quelques usagers? En fait, il faut se dire que voyager par le rail, c'est voyager donc sans émissions de gaz à effet de serre, et donc ça a un impact environnemental. Et puis pour tous ceux qui prennent le train, on a un confort aussi donc en termes de déplacement qui est vraiment sans pareil. Et ça a son utilité, mais par contre c'est vrai, 65 millions d'euros de dépenses, il faut que ça soit utile et utilisé. Donc développons l'usage maintenant que l'infrastructure a été modernisée et que le service est là. On a un débat sur Dinan Agglomération aussi, sur la piscine qui est en cours de construction. On voit bien sur les réseaux sociaux, ça discute beaucoup. Est-ce qu'il fallait dépenser 18 millions d'euros pour un équipement comme celui-là, fermer 2 piscines de petite taille pour faire une grosse piscine avec 2 voire 3 bassins? En fait, on se dit mais pourquoi les élus font ce choix-là? En fait, là, l'investissement est en cours. Dans un an, la piscine sera ouverte et on est encore en train d'expliquer à la population pourquoi c'était nécessaire. Je pense qu'il faut qu'on soit meilleur sur la présentation des projets en amont, qu'on associe la population à la décision et que, en fait, cette décision, elle soit acceptée et pas seulement de la responsabilité des élus. Bien sûr, c'est nous qui votons à la fin de l'engagement du projet et des budgets, mais il faut vraiment qu'on arrive à mieux associer la population, justement pour éviter une forme de défiance et après peut-être un repli, y compris dans les urnes. Alors justement, les urnes, elles vont parler bientôt. Vous voyez où je veux en venir, Dominique Ramard. Alors, je vais être très direct. Vous allez vous représenter à Saint-Juvat? Donc moi, je prends ma décision toujours le plus tard possible pour les élections municipales. Quand on devient candidat, on n'est plus tout à fait le maire comme avant. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, ma priorité, c'est vraiment de continuer à agir pour l'ensemble de la population. On a des gros projets sur la commune qui sont en cours. Ça peut être sur de la voirie, comme sur les bâtiments. J'ai parlé tout à l'heure de la sobriété énergétique. On va pratiquement refaire les écoles de Saint-Juvat dans les 2 à 3 années qui viennent. Et donc, ça commence dès cette année. Donc, c'est ça ma priorité. Et le conseil municipal est très mobilisé sur ces différents enjeux. Les élections, on verra plus tard, fin d'année ou début d'année prochaine. En tout cas, moi, je ne vais pas me presser à m'exprimer sur le sujet. Voilà, je vous posais la question, mais comme on va se revoir évidemment autour de ces élections municipales, je pense que allez, on finira par avoir un scoop. Dominique Ramard, plus sérieusement, un dernier mot très rapide. Il y a une grande inquiétude aujourd'hui en France. On a une grande déstabilisation politique, une crise de confiance entre les Français et le gouvernement. Là aussi, c'est un sujet d'inquiétude. Alors, il nous reste une petite minute. Oui, moi, c'est vrai que la société, elle a beaucoup changé ces derniers temps, mais là, en ce moment, il y a des tensions qui existent, mais vraiment dans nos communes, même des fois dans les familles, globalement, on voit bien, les échanges sont beaucoup plus tendus. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à se refaire confiance, à se reparler, et surtout à essayer de vouloir chercher des coupables. En fait, il faut qu'on soit tous responsables de notre avenir, et on a besoin de réinventer du collectif. C'est ça l'enjeu du moment. Et moi, c'est ça qui m'anime en tant qu'élu. Voilà, le collectif, toujours et encore. Merci infiniment, Dominique Ramard, d'avoir été avec nous ce matin, président du syndicat départemental d'énergie des Côtes-d'Armor, maire de Saint-Juvat. Et voilà, sans parti pris politique, j'invite les auditeurs à faire un petit tour du côté de Saint-Juvat, c'est très joli. Ils seront les bienvenus. Merci infiniment, belle journée. Au revoir. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.